Bonjour et bienvenue sur Adambra Géomatique et bienvenue à ce cours complet de QGIS. Je vous présente aujourd'hui la section 4 de ce cours sur la géodésie et la projection cartographique. Alors, dans cette section, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons discuter dans une première partie de la géodésie géométrique. Qu'est-ce que la géodésie et qu'est-ce que la géodésie géométrique, plus particulièrement. Puis en deuxième partie, nous allons parler de l'ellipsoïde et du datum géodésique. Et enfin, en troisième partie, nous allons aborder le sujet principal qui est la projection cartographique. Alors, donc allons pour la première partie, la géodésie géométrique. Qu'est-ce que la géodésie? Alors la géodésie, c'est la science qui se propose d'étudier la forme, les dimensions et le champ de pesanteur de la Terre. Alors nous, visiblement, quand on parle de géodésie géométrique, c'est que nous allons nous focaliser plutôt sur l'étude de la forme et des dimensions. Nous allons faire abstraction de l'étude du champ de pesanteur de la Terre. Seulement pour parler peut-être du géoïde qui est une surface équipotentielle. Voilà. Donc ça, nous allons faire abstraction de cette partie sur le champ de pesanteur. Alors la géodésie, c'est cette science qui a permis de comprendre que la Terre, en fait, n'est pas une sphère parfaite. Vous voyez ici en pointillé, j'ai représenté une sphère parfaite. Et la Terre, en réalité, elle est un peu aplatie, légèrement aplatie au niveau des deux pôles. Et elle est un peu plus étirée au niveau du plan équatorial. Pourquoi cela? C'est dû au champ de pesanteur, force centrifuge de gravitation, de rotation de la Terre qui font que elle a cette forme un peu plus aplatie. Mais cette représentation, c'est vraiment un peu exagéré parce que vous voyez que l'aplatissement n'est que de 11 km de part et d'autre sur une distance de 12 742 km. On n'a que 22 km de, disons, de différence entre le plan polaire et le plan équatorial. Donc c'est ce que j'ai représenté ici. Le diamètre de la Terre, il est de 12 742 km, alors que ici, au niveau polaire, disons sur l'axe polaire, le diamètre, il est de 12 720 km. Alors, donc c'est ça, en fait, la géodésie qui a permis de mettre en évidence cela. Alors, cette géodésie se propose, en fait, de mettre en place un modèle mathématique de la surface de la Terre, puisque nous avons dit que la Terre, elle est aplatie au niveau des pôles, et en plus, vous savez que la Terre, la surface de la Terre, elle n'est pas régulière. Il y a des abysses de 12 km en dessous de l'océan, des océans, et des montagnes de 12 km de haut, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'aspérité au niveau de la sphère terrestre ou bien de l'ellipsoïde terrestre puisqu'il est aplati au niveau des deux pôles. Alors, qu'est-ce que la géodésie se permet de faire? Et la géodésie essaie d'adapter une surface plus lisse pour pouvoir fitter, pour pouvoir épouser la forme, disons, la rondeur de la Terre. En fait, c'est comme si on essayait de mettre un gant qui nous convient vraiment juste au niveau de nos mains. C'est de cette façon qu'on essaie d'adapter une surface mathématique pour épouser la forme de la Terre. Pourquoi chercher à approximer la forme de la Terre par une surface mathématique? C'est en fait sur cette surface mathématique régulière qui est une sphère, en fait un sphéroïde, un ellipsoïde. C'est sur cet ellipsoïde qu'on peut mettre en place notre système de coordonnées de référence pour pouvoir avoir au moins les longitudes, les latitudes qui sont plus régulières que si on épousait la forme de la Terre.
Donc en fait, cela revient comme à essayer de mettre un gant. Vous voyez le gant que j'ai représenté, c'est vraiment imagé. Essayer d'adapter un gant sur notre main. Vous savez que y en a qui ont des mains de plus grande taille que d'autres. Donc, la même façon, vous allez trouver peut-être des gants qui vous conviennent et qui ne conviendront pas à d'autres. Alors, donc, une fois que on arrive à définir cette sphéroïde, cet ellipsoïde-là, qui épouse parfaitement la forme de la Terre, là on parle de ce qu'on appelle l'ellipsoïde de référence. Alors l'ellipsoïde de référence, ce n'est qu'un ellipsoïde de révolution, c'est comme si on faisait un ellipsoïde et qu'on le faisait tourner autour d'un axe et ça donne une forme, une rondeur. C'est ça un ellipsoïde de révolution. Donc ici on essaie d'approximer la forme de la Terre par cet ellipsoïde de révolution. Alors cet ellipsoïde-là sera entièrement défini en connaissant le grand axe équatorial, petit a, de l'ellipsoïde, le petit axe polaire, c, de l'ellipsoïde, et l'aplatissement au niveau des pôles. L'aplatissement, c'est donné par cette formule a divisé par a moins c. Donc ça représente l'inverse de l'aplatissement. Voilà. Et ces ellipsoïdes-là, il n'y a pas qu'un seul ellipsoïde qui peut fitter la forme de la Terre, qui peut épouser, qui peut approximer la forme de la Terre. Il y en a eu dans l'histoire plusieurs ellipsoïdes qui ont été définis. Donc nous avons par exemple ici l'ellipsoïde de Clark, qui a été défini en 1866. Je vais vous donner un peu plus de détails plus tard. Le Clark 1880, le Bessel, tout ça c'est des ellipsoïdes de cette forme, mais qui n'ont pas vraiment exactement les mêmes caractéristiques. Donc au cours de l'histoire, il y a eu la définition de tous ces ellipsoïdes. Il y a l'International 1924, il y a donc WGS, World Geodetic System 72 de 72. Mais parmi tous ces ellipsoïdes, le plus en utilisation maintenant, c'est plus le WGS 84, qui est l'ellipsoïde sur lequel se réfère Google Maps et vous savez tout ce qui est mesure par GPS, mais qui sont convertibles à d'autres. Parce que, bon, pourquoi on ne fixe pas le tout sur un seul ellipsoïde de référence? C'est qu'il y a eu des cartes, des anciennes cartes qui ont été faites avec Clark ou avec International 1924, mais pour convertir tout cela, ça a besoin de beaucoup d'argent. Donc, mais il y a des formules mathématiques qui permettent de passer d'un ellipsoïde à un autre. Donc, on peut calculer, par exemple, un ellipsoïde qui est une carte qui est faite avec un ellipsoïde de Clark. Donc, un système de coordonnées basé sur l'ellipsoïde de Clark. On peut transférer toutes ces mesures en WGS 84 à l'aide de formules mathématiques. Donc ici, c'est pour vraiment, c'est ça qu'on appelle un ellipsoïde de référence. Donc il est défini entièrement par son axe, son demi-axe équatorial A, son demi-axe polaire C et son aplatissement. Donc ça, ce n'est que l'ellipsoïde. L'ellipsoïde, c'est comme un modèle qui a été fait pour épouser la forme de la Terre. Maintenant, parmi ces ellipsoïdes, je vais donner quelques exemples d'ellipsoïdes de leurs paramètres. Vous avez vu ici, par exemple, l'ellipsoïde de Bessel de 1841. Et là, c'est ses paramètres. Donc, le A, c'est 6 377 397,155 mètres. Ça, c'est le A, le demi-axe équatorial. Et l'aplatissement, parce que si on a l'aplatissement, on peut déduire le petit c qui est l'axe, le demi-rayon, le rayon plutôt sur l'axe polaire. Alors, l'ellipsoïde de Clark, il est défini de cette façon. L'ellipsoïde de GRS 80, il est défini de cette façon. Le WGS 84 est défini de cette façon. Voilà, donc ça, ce sont les paramètres de l'ellipsoïde. Alors,
qu'est-ce qui se passe maintenant que nous avons connaissance de ce que c'est qu'un ellipsoïde? Maintenant, qu'est-ce qu'un datum en réalité? Alors, le datum géodésique, c'est quelque chose de capital pour pouvoir définir une projection cartographique. Alors, pour par exemple construire le système de coordonnées qui répond à un besoin global ou local, donc on a cet ellipsoïde qui a été défini. Maintenant, il va falloir positionner cet ellipsoïde de façon à ce qu'il nous donne, à ce qu'il réponde à notre besoin de cartographie locale ou globale. Alors, une fois que nous positionnons cet ellipsoïde par rapport à la surface réelle de la Terre, alors on définit ce qu'on appelle un datum géodésique. Ainsi, le datum, par exemple, il regroupe les paramètres, c'est un ensemble de paramètres, il regroupe les paramètres suivants. Donc, les paramètres qui définissent l'ellipsoïde lui-même, c'est-à-dire le A, le C, l'aplatissement. Si on connaît 2 des 3, ça définit entièrement notre ellipsoïde. Le choix de l'ellipsoïde étant fait, maintenant on essaie de voir au niveau local, là où l'ellipsoïde va être tangent à la surface de la Terre. Là, on va définir un point précis, un point focal de l'ellipsoïde. Donc, à ce moment, au niveau du point, je n'ai pas représenté comme il faut. Imaginez la Terre qui est englobée par cet ellipsoïde. Alors, au niveau où nous voulons faire notre projet cartographique, on fait en sorte que ça fitte vraiment le mieux possible avec notre zone de projet. Et c'est à ce niveau qu'on va définir un point focal, un point local. Et ce point local, on le fixe par ses coordonnées, lambda phi, c'est-à-dire longitude et latitude. Alors, une fois que nous avons ce point, au niveau de ce point, nous allons définir l'azimut, c'est-à-dire nous allons chercher donc la droite qui passe par la verticale à ce point. Donc, c'est ce qu'on appelle l'azimut local. Donc, au niveau de ce point tangent, on définit un azimut local. L'azimut local, c'est la verticale locale, c'est-à-dire c'est la direction que prend un fil de plomb quand on le fixe à la main. La direction qu'il prend, il prend la direction de la verticale locale. Donc, ensuite, nous allons définir le méridien local au point tangent. Donc, le méridien, vous voyez, c'est longitude là. C'est ça qu'on appelle un méridien. On les appelle des méridiens ou des longitudes. Donc, au niveau exact où notre ellipsoïde va être tangent à la surface, à la surface réelle de la Terre, où on a défini le point local, nous allons définir l'azimut vertical, et ensuite nous allons définir le méridien local. Donc, c'est ce qui nous donne donc le point de départ de notre projection cartographique. Et c'est ensemble de paramètres, c'est ce qu'on appelle un datum géodésique. Bien évidemment, il n'y a pas qu'un seul datum. Par exemple, ici, c'est le datum WGS 84. Il est aussi en même temps un ellipsoïde, mais il est aussi un datum parce qu'on peut définir tous les paramètres en plus des 4 paramètres qu'on a vus précédemment. On peut définir à tout point. Lui, il est fait de façon à pouvoir l'utiliser à l'échelle du globe. C'est pourquoi on l'appelle un datum global. Alors, vous voyez ces paramètres, l'ellipsoïde d'abord WGS, elle a ses paramètres et c'est en même temps un datum aussi. Alors, le datum, il est global, c'est-à-dire que sa surface, elle est paramétrée de façon à ce que il y ait le meilleur ajustement possible, ce qu'on appelle best fit de l'anglicisme, donc de la surface du globe. Et tous les levées GPS généralement viennent sous cet ellipsoïde de référence ou ce datum WGS. Alors, est-ce que c'est le seul datum qui existe? Non, ce n'est pas le seul datum qui existe.
Pourquoi avons-nous besoin d'autres datomes? Alors nous allons voir ça plus tard. Alors, venons par exemple ici, le datum local. Disons, nous allons essayer de voir pourquoi avons-nous besoin d'autres datums que le WGS, que ce datum en rouge là, que cet ellipsoïde en rouge. Par exemple, si vous voyez cet ellipsoïde en rouge là, et que vous voyez en bleu ici le géoïde, donc les verticales locales vont être tangentes au géoïde. C'est une équipotentielle le géoïde. Mais si vous avez un ellipsoïde qui est mal adapté, qui épouse mal la forme de la Terre, vous allez vous retrouver avec une verticale à cet ellipsoïde qui est différente de la verticale locale. Et en ce moment, ce que je dis, c'est que les lignes bleues normales au géoïde, elles représentent les verticales locales. Il y a discordance entre les verticales locales et les normales à l'ellipsoïde. Donc les normales à l'ellipsoïde, elles forment un angle avec les verticales locales. Et ça, c'est un problème avec le datum. Ça, c'est un problème. Parce que dans ces conditions-là, si vous faites des mesures de positionnement, si vous faites des campagnes de levée de coordonnées, celles-ci vont être rapportées de façon erronée. Elles seront imprécises parce qu'il y a justement cette discordance. Donc l'idéal serait que les deux soient la même verticale, la même, c'est-à-dire que le rouge aussi épouse, disons, la direction de la verticale locale. Alors, maintenant, je vais vous montrer un point où, par exemple, on essaie de fitter au maximum possible notre datum, un datum local, au lieu d'utiliser le datum en rouge qu'on a vu tout à l'heure. On peut donc arriver à une situation où nos lignes bleues là, qui sont des normales au géoïde et qui représentent les verticales locales, soient parallèles, soit les mêmes presque, confondues aux verticales locales qui coïncident bien avec les normales à l'ellipsoïde local, donc au datum local, ici les lignes vertes. Alors dans ces conditions, les mesures de positionnement qui seront rapportées à cet ellipsoïde là vont être plus précises. Donc, c'est comme si on se retrouvait avec une situation pareille, où par exemple le rouge c'est notre ellipsoïde de référence qui est global. Alors, pour travailler dans une aire donnée, nous pouvons être amenés à déplacer donc notre ellipsoïde de façon à ce qu'il épouse vraiment la forme comme on l'a vu précédemment, pour pouvoir vraiment avoir des verticales locales qui coïncident avec des perpendiculaires donc aux surfaces de nos ellipsoïdes. Alors, en règle générale, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'origine du datum local, ici le datum local il est en violet, et le datum global ici il est en rouge, donc le WGS. Donc l'origine de ce datum local va différer de celle de l'atome global, vous voyez, par exemple, en général. Hein. Et le datum local n'est valable que pour la région, c'est-à-dire ce datum-là, il n'est vraiment optimisé que pour la région pour laquelle nous voulons mener notre projet de cartographie ou bien de levée géodésique ou de levée de coordonnées de positionnement. Des transformations mathématiques existent bien évidemment pour pouvoir amener un ellipsoïde local à un ellipsoïde global ou vice-versa. On dénombre environ 124 ellipsoïdes, c'est-à-dire d'atomes locaux et globaux qui sont en utilisation. Alors, maintenant passons à la deuxième partie qui est la projection cartographique. Une fois qu'on a défini donc en première partie ce que c'est que la géodésie, comment en est-on arrivé à définir des ellipsoïdes de référence sur lesquels on va construire tout un système de coordonnées de référence. Voilà maintenant en partie 2 la projection cartographique. Alors, qu'est-ce que c'est que la projection cartographique?
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini notre ellipsoïde local ou global, on se retrouve donc à faire une espèce de globe, une espèce de représentation de la Terre sur cette ellipsoïde, par exemple. Alors, imaginons maintenant qu'au centre de l'ellipsoïde, nous plaçons une source lumineuse qui va projeter de la lumière tout autour du globe. Alors, par exemple, si on fait ce type de projection, on peut projeter donc toute la surface de la Terre d'une façon ou d'une autre, toute la surface de la Terre sur une surface plane qu'on va appeler une carte, une surface en 2 dimensions. C'est comme si on passait d'une surface en 3 dimensions vers une surface en 2 dimensions. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique que toutes nos coordonnées géographiques, nos coordonnées angulaires qui sont en longitude et latitude, nous trouvons une façon de les projeter sur une surface en 2 dimensions pour pouvoir avoir des coordonnées projetées ou bien des coordonnées dites linéaires. Alors, ce processus qui permet de passer d'une surface 3D à une surface en 2 dimensions, une carte, ou bien disons plutôt ce processus qui permet la transformation de nos coordonnées géographiques qui sont des coordonnées angulaires en longitude et en latitude à des coordonnées projetées qui sont des coordonnées linéaires en X et Y. Donc ce processus-là, c'est ce qu'on appelle la projection cartographique. La projection cartographique n'est pas un processus simple parce que ça implique beaucoup de déformations pour pouvoir transcrire une surface 3D en une surface en 2 dimensions. C'est ce que nous allons voir. Alors, cette projection donc va générer des distorsions. Il n'y a pas une seule, mais il y a plusieurs types de projections cartographiques. Mais quel que soit le type de projection, le passage de la surface du modèle géométrique ici, qui est réduit, donc même si on réduisait notre surface de la dimension de la Terre jusqu'à une surface, par exemple, humaine ici, donc le passage de cette surface réduite, par exemple, à un plan, à un modèle réduit de la surface de la Terre, à un plan, à une surface plane, donc ce passage ne peut pas se faire sans distorsion. Alors il y a à peu près 4 types de distorsions, mais nous allons les résumer en 3 types de distorsions. Donc, qui sont donc des distorsions au niveau de la surface. Quand on passe de dimension 3 à dimension 2, il se peut que la surface de la masse terrestre va être changée, ne sera plus la même sur le globe que sur la surface en 2 dimensions. Donc, c'est une distorsion, une déformation au niveau de la surface. Il y a aussi des déformations, donc, à peu près au niveau des distances. C'est-à-dire que 2 points sur le globe qui sont à une distance X ne sont pas traduits correctement en distance X sur une surface plane. De la même façon, la forme d'une surface, d'une masse terrestre, lorsque projetée d'un globe à une surface plane, peut être distordue, peut être changée, comme représenté à peu près ici. Alors, donc la projection cartographique, finalement, elle se traduit en plusieurs formes de distorsion. Mais il est impossible de préserver tous les types de distorsions, c'est-à-dire de ne pas avoir toutes ces distorsions sur un même document cartographique. C'est impossible. On peut faire la projection de façon à avoir seulement la distorsion de surface au détriment des 2 autres, ou bien la déformation de la distorsion de forme au détriment des autres. Ici, donc la projection qui va conserver par exemple les mêmes proportions de surface sur le globe que sur la Terre à la même échelle. Cette projection-là qui conserve donc cet aspect, cet attribut, c'est celle qui est dite équivalente. Alors maintenant, on a une autre type de projection
qui, elle conserve l'échelle constante entre les objets de la surface terrestre qu'elle représente. Ça, elle est dite une projection équidistante. Et il y a aussi la projection conforme ou orthomorphique. Celle-là, elle préserve les angles et donc les formes des objets de la surface terrestre qu'elle représente. Maintenant, pour pouvoir minimiser ces déformations dont on vient de parler, il y a 3 types de surfaces sur lesquelles on peut effectuer la projection. Ce sont le cône, le cylindre ou le plan. Par exemple, sur le cylindre, si on arrive à pouvoir transcrire toute la surface du globe sur le cylindre en utilisant une projection, on peut ensuite dérouler le cylindre sans qu'il n'y ait déchirure ou sans qu'il n'y ait déformation. Donc, dérouler le cylindre comme une carte. Voilà. Mais quand même, il y aura toujours des distorsions. Nous allons y revenir. Ensuite, une autre forme, c'est au lieu d'utiliser le cylindre, on vient utiliser un plan et on se propose de transcrire, de projeter les ombres des masses terrestres sur ce plan-là, ce qui résulte à une espèce de projection de ce type-là, radiale un peu. C'est ce qu'on appelle la projection azimutale. L'autre, c'est la projection cylindrique. Ou alors, on peut utiliser un cône, faire de la projection sur les surfaces intérieures du cône et ensuite dérouler le cône de cette façon. Ça, c'est la projection conique. Alors, ici, j'essaie de résumer les étapes d'une projection cartographique. Alors, nous avons vu qu'on est parti du géoïde, qui est l'équipotentiel qui approxime la surface de la Terre. Et par géodésie, on est arrivé à adapter un modèle mathématique d'un ellipsoïde sur cette surface du géoïde. Et qu'à partir du modèle mathématique, il est possible de créer un modèle géométrique de la Terre. Donc, imaginez ce globe qui est à l'échelle de la Terre. Mais pour pouvoir faire nos projections, il faut avoir un équivalent réduit de ce modèle géométrique qui est ici. Par exemple, on le réduit de telle façon qu'il soit, par exemple, de 30 cm de diamètre, ou bien de 10 cm ou de 15 cm de diamètre. Alors, et imaginez qu'on adapte des cylindres, plans ou cônes, et qu'on fasse une projection de tout cela, de toute cette surface-là, sur le cylindre, le plan ou le cône, c'est-à-dire qu'on fasse une projection cylindrique, azimutale ou conique, et qu'on déroule et qu'on a une carte maintenant à une certaine échelle. Alors, ces cônes-là, la façon de les disposer aussi peut varier. C'est-à-dire que si on a les cônes qui sont disposés de cette façon, suivant parallèlement ou perpendiculairement à ce qu'on appelle l'axe polaire, là, ce sont des projections dites longitudinales. Alors, on peut tourner le cône de façon à ce que le cône soit plutôt de cette façon, positionné de cette façon. Ça, c'est la projection transverse. Si elle n'est ni longitudinale ni transverse, c'est ce qu'on appelle des projections obliques. Donc ça dépendra de l'aspect, donc du positionnement de la surface développable par rapport au globe qu'on désire projeter. Donc nous venons de voir ce que c'est qu'une projection cartographique. Nous allons maintenant essayer de voir ça, de reconnaître tous ces termes-là dans le logiciel QGIS. Alors, sur cette page, je vous présente un peu les types, c'est-à-dire les catégories de projection cartographique en résumé. Alors,
toute projection cartographique, il y en a beaucoup qui ont été développées, qui sont basées sur des ellipsoïdes, comme on a vu, sur des datums. Donc, chacune des projections répond à au moins 3 caractéristiques suivantes. Donc, la première caractéristique, c'est le type de surface développable qui supporte la projection. On l'a vu, c'est soit le plan, le cylindre ou le cône. Si nous utilisons le cône, c'est une projection conique. Si on utilise le cylindre, c'est une projection cylindrique. Et si on utilise comme surface développable le plan, c'est une projection azimutale. Le deuxième type de caractéristique, c'est la propriété préservée. C'est le type de propriété préservée, c'est-à-dire soit les distances, les surfaces ou la forme. Pour les distances, si la projection préserve les distances, c'est-à-dire que les distances sur le globe sont les mêmes que les surfaces sur le plan, c'est que la projection elle est dite équidistante. Mais rappelez-vous qu'on ne peut pas préserver toutes les formes de distorsion dans un même plan cartographique. Alors ainsi, si la surface est préservée, c'est-à-dire qu'on a les mêmes surfaces qui se retrouvent sur le globe, qui ont leur équivalent sur le plan, alors la projection, elle est dans ce cas dite équivalente. La projection, elle est conforme lorsque les formes sont préservées, c'est-à-dire que lorsque les angles sont préservés, on appelle cela une projection conforme. Le troisième type, ce sont les aspects des supports de projection. Les supports de projection, comme on l'a dit, c'est quoi? Ce sont donc les surfaces développables sur lesquelles ont été projetées les surfaces, les masses à la surface du globe. Alors, si on parle de longitudinal, lorsque les surfaces développables sont positionnées le long des longitudes, on parle de transverse en gros, hein, si elles sont positionnées le long des parallèles de l'équateur, et on parle d'oblique si elles ne sont ni longitudinales ni équatoriales. Alors on parle aussi de projection normale, équatoriale, polaire. Maintenant, il est aussi important de connaître une ressource que je vais vous montrer, qui peut beaucoup aider au choix d'une projection cartographique. C'est-à-dire que si vous avez un projet cartographique dans une zone donnée, dans un pays donné, comment retrouver les projections qui sont les plus indiquées pour pouvoir faire votre travail avec plus de sérénité, plus de précision. Alors vous allez dans Google, je l'ai déjà fait, vous tapez ESPG. Donc c'est une organisation de pétroliers qui utilisent beaucoup, eux ils utilisent beaucoup l'arpentage et les systèmes d'information géographique pour pouvoir faire leur forage et leurs activités à travers le monde. Donc ils ont un registre, un grand registre de tous les pays, de toutes les projections par pays. Par exemple, ici j'ai cherché le Niger, je pouvais chercher par exemple le Canada. Voilà, et le Canada, on a les NAD 83, Albers, etc. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le area of use, donc là où vous pouvez utiliser cette projection, c'est bien défini. Ici, c'est le Canada, Québec.
Celui-là, c'est Canada, Ontario, Canada, Québec. C'est l'Amérique du Nord. Ici, c'est plus régional. C'est l'Amérique du Nord. Voilà. Donc, le Canada, et etc. Donc, si par exemple, je reviens cette fois-ci au Niger, par exemple, vous voyez, le Area of Use, c'est Niger. Pour celui-là, Niger. Et celui-là, le Area of Use, c'est Burkina Faso central, Niger South-Ouest, donc le sud-ouest du Niger à proximité du Burkina Faso. Et celui-là, c'est le Niger entier. Area of Use, c'est le Niger entier. Celui-là, c'est une suite de pays. Donc, Andorre, Belgique, Bénin, etc. Donc, ça concerne aussi le Niger, puisqu'il apparaît dans la liste. UTM zone 32, vous voyez. Maintenant, par exemple, venons à QGIS. Je vais vous montrer. Quand vous ouvrez QGIS, vous vous retrouvez avec l'interface, vous vous rappelez bien. Vous allez sur projet et maintenant vous allez sur propriété. J'ai juxtaposé pour pouvoir voir les deux ensemble. Alors, maintenant, par exemple, on se dit que bon, on va aller chercher Bédouaram dans QGIS. Donc, ce Bédouaram. N'importe quel système d'atomes que vous trouvez pour lié à un pays, vous pouvez le retrouver ici sur QGIS. Donc, je copie, je vais dans la recherche. Donc, vous allez d'abord dans projet, vous activez celui-ci et maintenant vous avez cette fenêtre pour les coordonnées de référence, le système de coordonnées de référence. Alors quand je fais paste, j'ai Bédouaram qui est ici. Donc quand je clique maintenant, je dézoome un peu et je vois que ce Bédouaram là, en fait, ça concerne qu'une partie du pays, c'est le Niger. Le sud, donc est, la zone sud-est. Si vous avez un projet de levée cartographique, vous pouvez vous référer à Bédouaram. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ça dépend vraiment de l'objectif de votre projet cartographique. Est-ce que ce sont les distances qui sont importantes? Est-ce que ce sont les surfaces qui sont importantes? Voilà. Donc nous pouvons tout au long du cours essayer de préciser tout cela, de fixer les idées. Alors pour l'instant c'est vraiment avoir une idée de ce que c'est que la projection, les datums, à quoi ça sert. Voilà. Maintenant on passe par exemple au point 58. On nous dit que le point 58 il est beaucoup plus régional et on va le voir. Donc on va copier ici, on va chercher notre point 58. Voilà, on va voir à quoi. Voilà, vous avez vu, c'est toute une bande qui va du Sénégal pratiquement jusqu'au Soudan. Et vous avez bien vu la description, c'est le Burkina, Central, Niger, South-Ouest, une proximité. Donc ça, c'est juste pour limiter un peu. Mais quand vous vous référez ici, vous avez vu l'air ici. C'est le Sénégal central, le Mali, sud-ouest, le Burkina central, le Niger central. All proximities to the parallel of latitude. Donc le long du parallèle 12 degrés nord. Voilà. Donc on a une idée, on tape n'importe quel pays, je cherche par exemple Tunisie. Voilà, je cherche qu'est-ce qu'il y a en Tunisie, à Carthage, nord, Tunisie. Si je le copie, on dit que c'est toute la Tunisie, onshore and offshore. Je copie, je le cherche ici. Et j'ai bien Carthage nord et quand je dézoome, j'ai bien le nord, la partie nord de la Tunisie. Et je pense que celui-là, c'est le sud. On va essayer de voir. Donc, je copie. Je le cherche. Ici.
Et voilà, il est là, Tunisie Sud, vous avez vu, donc c'est le nord et le sud de la Tunisie. Voilà, pour les deux, Carthage Nord Tunisie, Carthage Sud Tunisie. Et c'est bien décrit, hein. Tunisia onshore, offshore, etc. Donc voilà, c'est ce que je tenais à vous montrer pour l'instant. Et tout au long de notre cours sur QGIS, nous allons revenir là-dessus et reparler de ça. Au moins, on a parlé du jargon, on a un peu une idée de tout ce que c'est. Quand on parle de datum, d'ellipsoïde, etc. Donc l'ellipsoïde ici, c'est l'ellipsoïde de Clark sur lequel le datum Carthage a été basé. On a vu que les datums se basent sur des ellipsoïdes et que les ellipsoïdes sont vraiment au nombre de plusieurs. Voilà. Et c'est ce que je tenais à montrer parce que quand on parle de projection, c'est vraiment un peu flou, c'est un peu stressant quand on est au début d'un projet de cartographie. Qu'est-ce qu'il faut choisir, quels sont nos objectifs, et c'est en cela qu'on lit tout cela. Alors, voilà donc qui conclut notre section 4 sur la géodésie et la projection cartographique. Et voilà pour la suite du cours, nous allons nous consacrer donc entièrement au logiciel QGIS. Ça, c'est vraiment un détour, les sections 3 et 4, c'est un détour pour un peu fixer les idées sur ce que c'est que le système de projection, sur la projection elle-même. Et voilà, je vous remercie sincèrement et je vous exhorte à revenir de temps à autre pour trouver d'autres cours qui seront postés. Il y aura des cours aussi, je vais débuter bientôt une section, plutôt un cours sur ArcGIS. Donc de la même façon qu'on est en train de faire ce cours de QGIS. Et j'ai aussi le projet d'un cours sur Google Earth Engine. Ça aussi, c'est un cours assez intéressant pour ceux qui veulent débuter un peu la télédétection. C'est un cours très intéressant. C'est une plateforme info-nuagique qui vous met à disposition et le logiciel et les outils de traitement et les données. Et les données sont vraiment par terabit. Ok. Merci encore une fois et à très bientôt pour la section 5 du cours complet de QGIS. Merci beaucoup et à très bientôt.